dessus, je sais très bien que Micromania, au moment où je leur revends, il me reprend 35, j'y retourne le lendemain, il est affiché à 50, je le sais très bien. Mais moi derrière, ça me permet de récupérer un peu d'argent sur ce que j'avais investi, et au final repartir sur un jeu à 25 euros. Pour Shed Cars, aujourd'hui je l'ai neuf à 25 euros. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Mais au niveau de ta réflexion, Moon, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que si t'es un bon joueur Call of, et qu'au niveau des DLC, si tu les as 3 mois avant la PS4, c'est pas négligeable. Si t'as payé pour avoir ces DLC là, je suis tout à fait d'accord que tu en profites et t'as bien raison. Honnêtement, t'as bien raison. Charlie, oui, effectivement, oui, projet F1 2015, excuse-moi, il est déjà réservé. Il n'y a aucun problème, il est déjà réservé, je vais le prendre. Je suis un fan de F1, hein, je suis tous les grands prix, j'ai pris Canal Plus exprès pour ça d'ailleurs depuis 2 ans. Et non, non, il y aura F1 2015 à la maison, dans mon petit salon avec ma PS4. J'espère que d'ici là j'aurai réussi à avoir monté 300 RS pour voir ce que ça donne un peu sur F1. Tu me dis également que tu es d'accord avec ce que je dis par rapport à BF4 et Hardline. Ben, si tu veux, Hardline, la sensation que j'en ai eue, c'est peut-être plus le fait de vouloir lancer une franchise un peu comme EA l'avait fait, je sais pas si vous y avez joué, mais pour Shift. Il y avait Need for Speed Shift, et derrière on a eu Shift 2 Unleashed. Et si vous regardez bien, le Need for Speed, le nom Need for Speed sur Shift 2 Unleashed a disparu. Ce qui voulait bien dire qu'en fait, le nom Need for Speed, la franchise Need for Speed, a donné l'occasion à Slighty Mad Studio, nos petits gars qui ont développé Project Cars, de se lancer. Donc moi ce que je pense c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit voilà, on vous prête notre nom Need for Speed, vous nous faites un jeu de voiture axé course, parce qu'honnêtement, vous êtes d'accord avec moi que Need for Speed Shift, ça n'avait plus rien à voir avec les courses de rue et avec les flics. On se retrouvait sur un circuit où on pouvait vraiment trouver un bon compromis entre arcade et simu, et moi, enfin, Need for Speed Shift m'a juste foutu une banane phénoménale. Et en fait, derrière, quand je me suis dit, ben, ils nous sortent un Shift 2 Unleashed, mais il est passé où le nom Need for Speed? Donc au final, je me suis rendu compte qu'en cherchant un peu sur internet, ben Need for Speed, la franchise en elle-même avait dit, les mecs de chez EA qui s'occupent de Need for Speed avaient dit bon bah voilà, on va lancer Slighty Man, on va les aider, ils vont nous développer un jeu pour nous, ils vont nous développer une franchise Need for Speed et on verra ce qu'ils font. Et ils ont tellement bien marché que derrière on leur a dit ok d'accord, faites un Shift 2 mais nous on vous laisse, vous vous débrouillez tout seul comme des grands. Au final, Shift 2 a pas si bien marché que ça, mais les petits gars de Slighty Mad, mais ils reviennent 4 ans, 5 ans après avec un bon projet de Cars et un jeu où ben il y a des gens qui se permettent de dire oui mais le jeu bah il est pas forcément bien, tu regardes le jeu il est un peu pourri. Ah ouais mais les gars, Slighty Mad Studio, ils sont une centaine à développer un jeu comme celui-là, et quand vous regardez les résultats, ils ont peut-être mis 4 ans à le sortir, mais au moins c'est propre. Alors qu'il y a d'autres jeux, tels que Forza ou Gran Turismo, les mecs ils sont peut-être 500 à travailler dans des studios, j'exagère peut-être, mais on va dire ils sont entre 3 et 500 à travailler dans des studios. Enfin, certes, ils développent le jeu en 2 fois moins de temps, donc au bout d'un an et demi, le jeu est prêt. Ils te le sortent et ils te le patchent pendant un an. Non, je ne suis pas d'accord. Donc là, c'est vraiment une politique commerciale. Alors que Slighty Mad Studio, c'est fait pour financer son jeu à 3 quarts par les joueurs. Donc là, je trouve que c'est un objectif déjà plus louable. Après, pour en revenir au terme de Battlefield, Battlefield 4 a eu de grosses lacunes. Certes, DICE et EA se sont bougé le cul pour le rendre jouable. Au bout d'un an, je suis d'accord, mais actuellement, le jeu Battlefield 4 est devenu quelque chose de vraiment jouable et de jouissif. Ce qui a fait mal aux consoles, c'est de se retrouver à 32 contre 32. Pour moi, c'est un mode qu'il fallait laisser au PC. On n'aurait pas eu tant de bugs. Après, quand on revient sur Hardline, comme je l'ai dit, moi je pense que Battlefield Hardline, entre guillemets, c'est une franchise. D'ici quelques temps, vous verrez que si Hardline marche très bien, on aura un Hardline 2 sans l'intituler Battlefield devant. C'est ce que je pense. Parce qu'à savoir que Battlefield 5 apparemment serait en développement, ça n'a pas été rendu officiel, mais j'ai suivi un peu sur Twitter des développeurs de chez DICE qui disent que oui, effectivement, il se peut que, voilà, ils sous-entendent que après la sortie de Star Wars Battlefront, où aucun gars de la série Battlefield travaille dessus, il se pourrait qu'il y ait une annonce officielle pour Battlefield 5. On va y arriver vite. Star Wars Battlefront est prévu pour le 18 novembre. On devrait y arriver assez rapidement. Donc, à mon avis, on verra ce que ça va donner. Mais comme Charlie est en train de le préciser, oui, pour moi, Hardline, c'est juste un spin-off. C'est vrai que il y a eu une grosse différence, c'est qu'entre tous les Battlefield où le mode solo était juste pourri, honnêtement, Hardline, le seul truc qui m'a intéressé, ça a été le mode solo, parce qu'on avait une série policière, on avait quelque chose qui était intéressant. Ah, salut Chimo51, ok, il n'y a pas de souci. Si tu streams cet après-midi, non, malheureusement je travaille de nuit ce soir, donc je ne streamerai pas cet après-midi. Je vais me reposer un petit peu, car je commence le boulot à 21 h et je le finis à 6 h demain matin, donc j'en profitais là ce matin pour discuter un peu avec vous, mais bonne journée à toi, bon courage pour aller récupérer ton petit bout à l'école. Et ouais, je suis désolé, tu
m'auras pas vu faire une course, je vais en profiter, les gens qui sont là. Mais t'inquiète pas, Chimo, si tu me rejoins sur YouTube, tout ce que tu auras vu ce matin, il n'y a aucun problème là-dessus. On va passer donc aux 2-3 détails. Donc, alors, on va bien s'entendre si t'aimes la F1, il n'y a pas de problème, Charlie, là-dessus, il n'y a aucun souci. Et ouais, bien foutu le solo. Donc, oui, voilà, le solo de Hardline m'a quand même bien plu. Et c'est vrai que derrière, le multijoueur m'a laissé sur ma faim. Maintenant, c'est un débat qu'on pourra toujours avoir, mais pour ma part, je pense qu'en fait, Hardline va devenir un peu, comme je disais, le nouveau Need for Speed Shift. Donc, on avait un Need for Speed Shift, là, on a un Battlefield Hardline. Derrière, on a juste eu un Shift 2 Unleashed. Je pense qu'on aura un Hardline 2. Voilà, c'est ma philosophie, c'est comme ça que je vois la chose. Est-ce que je me trompe? J'en sais rien, on verra bien. On va repasser donc un peu à ce projet de Cars, on va ressortir la voiture. Donc je vais remontrer un circuit différent, voitures différentes, classes de courses différentes. Tout à l'heure j'étais sur une 320 groupe 5 des années 80. J'ai montré un peu à ceux qui me suivent depuis le début comment on a réglé la voiture pour aller chercher environ 1 à 2 secondes autour. Là on va faire pareil, on va garder les réglages de base. Vous voyez, je vais appuyer sur triangle pour la mettre par défaut, ok. Donc vous voyez le premier écran, je touche à rien, je la laisse comme elle est, je vais la laisser comme ça. Et moi qui joue à Call of depuis le départ, la communauté Call of a changé, beaucoup trop de campeurs. Alors tu vois Moon 42, je vais revenir sur ce que tu dis, parce qu'honnêtement c'est ce qui m'a fait quitter Call of. Quand je suis arrivé sur Battlefield, c'était honnêtement super calme, t'avais pas trop de campus, t'en avais de temps en temps, mais les cartes étaient très grandes, donc tu pouvais les éviter. Et honnêtement dans Hardline, ce qui m'a gonflé, c'est exactement ça. Les cartes étaient beaucoup trop réduites, et t'avais des campeurs de partout. C'était agaçant à souhait. Et sur Battlefield 4, tu as des campeurs, mais c'est moindre, puisque comme les cartes sont très grandes, les cartes sont très étendues, les campeurs tu les ressens moins. T'as pas cette sensation qu'à chaque fois que tu vas passer un endroit, t'as un gus qui va te défourailler la tronche ou qui va te planquer derrière un élément indestructible du jeu. Même si t'as un campeur derrière une voiture, on va dire, ou derrière un camion ou un élément ou un mur, il va te tuer, mais si tu joues en escouade avec 3 ou 4 copains à toi, tu sais que ces gars-là vont voir où est-ce qu'il est, ou tu vas leur dire par micro bien sûr où est-ce qu'il t'a tué. Il y en a un qui va foutre une roquette, une grenade dans la voiture, le gars il est mort direct. Après BF tu peux moins camper. Il y a certains modes de jeu où quand même la camp fait partie quand même de BF. Hein. T'as des matchs à mort ou tout ce qui va avec, je peux te jurer que la camp ça y va. Mais BF c'est un peu plus dynamique que Call of quand même. Donc pour en revenir à Project Cars, vous voyez, donc comme je disais, je vais laisser tous les réglages vraiment de base. On va sortir, on va faire 2 tours, donc un tour de sortie, un tour lancé, un tour normal. On va vraiment faire 2 tours. Je laisse le litre d'essence et tout ça comme ça. Je touche à rien. On va sortir, on va lui faire chauffer les pneus et on va essayer de détailler un peu ce qu'on va pouvoir gagner en temps sur le circuit de Burgos. Je ne le connais pas énormément, je ne sais pas énormément plus. On va y aller. On va aller à la découverte du circuit. Pour vous aider au maximum à tous les éléments de décor que vous pouvez avoir pour les points de freinage. Je sais que le point de freinage est à peu près ici. Voilà, il y a les plots. Donc les plots, on va accélérer. Un petit coup de frein ici en rentrant. Les plots. Passer, blesser, on va accélérer en laissant un peu la voiture passer sur la gauche. Normalement, ça ressort plutôt pas mal. Déjà de base je peux vous dire que cette chimie est plutôt bien réglée, là ici ça se noircit pas mal sur la piste, on va pouvoir accélérer à fond. Voilà. Ça que Burgos c'est un circuit que j'ai découvert dans les MotoGP, hein, parce que c'est partie du calendrier mondial de MotoGP. Un très beau circuit, c'est vrai que j'aime totalement la voiture. Pour l'instant, je le découvre un peu comme vous. Et accélération. On t'entend pas trop, le son du jeu est trop fort. Ah, je suis désolé Charlie. Là, je sais que c'est un problème du jeu. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort. C'est vrai que le son des moteurs, surtout sur les GT3, est assez impressionnant. S'il faut à l'issue, quand je me passerai sur un autre mode, si vous voulez voir autre chose, je rebaisserai le son du jeu, c'est pas un problème. Je vais essayer de faire en sorte de parler un tout petit peu plus fort. À la rigueur, si je parle un peu plus fort et que vous m'entendez, ça peut peut-être aider la chose. On va partir sur le premier tour lancé. On va voir le temps qu'on va faire.
un paquet de points de virage sans faire trop d'écart. Fallait peut-être un petit peu tôt. C'est un virage à 2 points de tangente. Enfin, là, vous avez vraiment 2 points de corde et vous ressortez quasiment, tout droit. Et il y a vraiment c'est un virage à double point de corde. C'est un virage assez intéressant. Là, la zone de freinage, elle se comprend à peu près ici. Voilà. Point de corde est passé, je peux accélérer à fond. Pareil, on passe le point de corde. Il faut savoir que les plots, hein, comme je disais, les cônes que vous voyez à l'intérieur du virage, c'est vraiment le point de corde. C'est à partir de ce moment-là que vous pouvez commencer à vous permettre de accélérer. Là, le freinage se trouve à peu près ici. Et encore, je freine un petit peu trop tard, mais c'est pas grave, on aura une meilleure sortie de virage. Ah, vous voyez, c'est vraiment fluide, hein, il faut vraiment y aller. Vous voyez, cette Ginetta, je la trouve pas assez réactive, elle est je la trouve assez lourde. Je sais pas si c'est le fait que pour l'instant on a une soixantaine de kilos en essence. Et voilà, je la trouve pas tôt sur ces routes, je la trouve lourde. On pourrait être plus dire, je dirais qu'il y en a un gros cul. Et voilà, c'est assez pato, ça réagit pas des masses. Donc je pense qu'en fait, pour pas perdre trop de temps et vous montrer un peu plus en détail les réglages que je vais lui apporter, je vais faire ce tour là. On va enregistrer le chrono ensemble. Oui, même dans la chicane quand je freine vite et ça s'arrête plutôt vite. J'ai le pneu avant place qui surchauffe un peu. De voir le temps qu'on avait fait, ça fait du 2... Alors 2 minutes 07, 245. Ok. Donc on va revenir au stand. On va repasser sur la partie réglage de la voiture. On va faire comme tout à l'heure. Donc, on va baisser de 0, allez, on va mettre les pneus à 2 bar 5 à l'avant. On va les mettre à 1,95 à l'arrière. Au niveau de la pression du freinage, ça me paraissait plutôt bon. Sur l'avant, il y a peut-être un peu trop de freinage, je vais le descendre à 60%. Conduite de frein, on va le laisser là. Le contrôle de motricité, on va le laisser aussi à 9%, c'est plutôt pas mal. Vitesse en virage, appui arrière, ok. C'est un virage, pardon, excusez-moi, c'est un circuit assez sinueux, donc on va le laisser comme ça. La répartition longitudinale du poids, il est axé sur l'arrière. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent ? Une répartition penchant vers l'arrière vous donne donc un avantage en sortie de virage, alors qu'un réglage plus équilibré facilite la vitesse en virage. D'accord, bon, elle me paraît plutôt bien cambrée comme ça, on va laisser comme ça. Le rapport de direction, il est pas trop mal. Ça, c'est pas trop mal. Le différentiel, on va pas y toucher. Oula, ouais, on a un rapport qui est complètement axé sur l'accélération, donc on va le passer peut-être entre les deux. Parce qu'on a... Ouais, quoi que c'est un... Non, c'est un circuit sinueux, on va le laisser sur l'accélération. Par contre, la charge en carburant, vous allez voir. Je vais lui mettre 30 litres d'essence dans le museau. Vous allez voir que déjà la voiture va avoir un autre comportement, elle est beaucoup plus légère et beaucoup plus réactive. Pareil, on va mettre 30 litres au calife, mais que ça sert à rien parce que là on est en essai. Hop, et on va enregistrer tout ça. Voilà. Et on va ressortir. Et on est reparti pour un tour de sortie. Un tour lancé. On va faire le tour de sortie en vue extérieure, je n'ai pas l'habitude de le faire. Vraiment vous laisser profiter au max des décors et des graphismes, hein, par contre ils sont quand même pas trop dégueux. Vous voyez la voiture, c'est quand même bien assez modélisé, c'est dommage qu'ils n'aient pas eu tous les sponsors, toutes les autorisations, mais c'est vrai qu'il est plutôt bien optimisé, bien foutu. C'est quelque chose qui est vraiment agréable. Une voiture honnêtement, je pense que Forza et Gran Turismo ont vraiment tout à se faire. De temps en temps aussi à jeter un coup d'œil avec les